On a vu comment l'Union européenne a passé des accords avec le Rwanda dans la fourniture, je l'ai dit tout à l'heure, des matières premières stratégiques et critiques. Et dans le même temps, je l'ai dit tout à l'heure, ça me fait penser déjà au Congo-Brazzaville où le Rwanda a acquis des terres arables, bien sûr, 980 km², c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et curieusement, lorsqu'on en parle, bon, les Congolais sont vont debout contre ces accords. La vérité, c'est ça, ce sont des accords controversés qui violent la loi de bout en bout. Et curieusement, euh, on a vu comment Denis Sassou Nguesso a fait une sortie, bon, malheureusement, c'est dans un journal Jeune Afrique, où il pense que tous les Congolais ou les Congolais qui s'opposent à ces accords sont des rwandophobes. C'est grave lorsque c'est dit d'un chef d'État. Et là, donc, en fait, il prend position pour Paul Kagame. Et moi, je voudrais comprendre avec vous, vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères, alors, vous êtes diplomate de carrière, c'est des questions que vous maîtrisez parfaitement. Cette position veut dire quoi concrètement? Apparemment, ça frise un peu des intérêts, j'allais dire, existentiels pour Denis Sassou Nguesso. Et lorsque vous dites que derrière le Rwanda peut aussi être la France, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda, et malgré que la population s'oppose à ces accords. Alors, il y a la France, il y a tous les pays de l'Union européenne, sauf quelques-uns qui se sont opposés. Il y a bien sûr les États-Unis et d'autres qui soutiennent Paul Kagame et utilisent aussi leur presse souvent pour le protéger dans les médias. En ce qui concerne le Congo-Brazzaville, bien sûr, Sassou Nguesso a utilisé cette terminologie qui est, à mon avis, insultante pour le peuple congolais. Les Congolais n'ont rien contre moi ou contre les autres Rwandais. Les Congolais ne sont pas rwandophobes du tout. Il y a d'ailleurs des Rwandais qui vivent au Congo depuis fort longtemps, depuis Exactement. 1994, près de Il y a 8 millions. des réfugiés rwandais qui sont au Congo. Il y en a qui ont obtenu la naturalisation congolaise, qui vivent en paix. Sauf que, croyez-moi, depuis l'arrivée de- des militaires rwandais, qui se comportent ou qui se présentent comme des civils dans les zones cédées au Rwanda, et vous allez voir que la population rwandaise au Congo, les anciens Rwandais naturalisés congolais, ou les réfugiés, tout simplement, ils vont être déstabilisés. C'est ce qui s'est passé au Mozambique, justement. Au Mozambique, une fois que l'armée rwandaise était présente, ils ont commencé à enlever. J'ai plusieurs amis qui ont été enlevés du Mozambique, ramenés au Rwanda et qui ont disparu, qui ont été tués. Nous avons lancé des alertes, nous avons demandé aux ONG de plaider la cause et des jeunes, des jeunes Tutsis d'ailleurs. Eh bien, rien à faire. Kagame s'en fout éperdument, il dit I don't care. Et donc, le cas du Mozambique, c'est un peu ce qui va se passer. Je suis pas prophète, je suis pas un devin. Et si jamais les cessions de terre à Kigali, au régime de Paul Kagame, se poursuivent et se concluent, si on, ça dit que si on met en application les accords signés entre le Rwanda et le Congo, Brazzaville, les accords militaires, les accords de cession des terres, ça veut dire installation de militaires rwandais, des réservistes souvent d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Mozambique, eh bien, ils vont occuper le terrain et ce sera une zone interdite aux Congolais. De toute façon, puisque c'est une propriété privée, ce sera une propriété privée. Et les Congolais n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, croyez-moi. C'est organisé. Mesdames, Messieurs, merci de suivre RCT. Bienvenue dans ce numéro droit de savoir où j'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Jean-Marie Vianney Ndagijimana, juriste de formation, diplomate de carrière. Bonjour, Jean-Marie.
Bonjour Christian. Merci d'être avec nous sur R7, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Animateur de la radio La Voix des Grands Lacs, ambassadeur, vous avez été en poste à Paris, à Bruxelles et à Addis Abeba, ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda, écrivain prolifique. On peut citer deux parmi vos nombreux ouvrages, respectivement intitulés La France a-t-elle participé au génocide rwandais? Le second, comment Paul Kagame a délibérément sacrifié les Tutsis. Je pense qu'on va commencer par là. Une petite question sur le second livre intitulé Paul Kagame a délibérément sacrifié les Tutsis. J'espère que vous avez compris ma préoccupation. En effet, je crains que les accords de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda, qui seront donc au centre de notre échange aujourd'hui, cachent également des ambitions criminelles de vouloir sacrifier une partie de la population congolaise. Parce que si Paul Kagame l'a fait contre les Tutsis, probablement que Denis Sassou Nguesso aussi peut s'en inspirer. N'apprend-on pas que seuls les oiseaux du même plumage volent ensemble? Alors, donc, ma première question, c'est de savoir euh, ou de nous rappeler les grandes idées que vous avez développées dans votre livre. Paul Kagame a délibérément sacrifié les Tutsis. Merci Christian. Alors c'est un essai, c'est un livre effectivement que j'ai écrit euh, il y a plus de 20 ans, même s'il n'est sorti qu'en 2009 pour la première fois et puis il a été réédité. Il a été traduit en anglais et en Kinyarwanda. Donc ce livre existe en trois versions, version française, anglaise et Kinyarwanda. Pourquoi j'ai écrit ce livre? D'abord parce que je voulais absolument témoigner sur ce que j'avais vu, ce à quoi j'ai assisté en 1994 pendant les grands massacres euh, du, du printemps 1994. En ce moment-là, j'étais ambassadeur à Paris, comme vous l'avez bien dit dans la présentation. Et j'étais assez indépendant. Parfois, on me dit, mais tu es fou de t'opposer au président Habyarimana. Euh, Quand je dis m'opposer, ça ne veut pas dire que je travaille pas pour le pays. Non, pas du tout. J'ai vraiment bien collaboré avec le président jusqu'à sa mort. Mais il y Mhm. a beaucoup de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Néanmoins, je continue à soutenir qu'il a été assassiné par Paul Kagame, qui voulait instaurer un régime encore 10 fois plus dictatorial que celui de Habyarimana et instaurer une dynastie Tutsi à la tête du pays. Tutsi, ça veut dire une minorité de moins de 15% de la population. Mais ce n'est pas Mhm. ça l'objet. L'objet, c'est de justement d'avoir entendu de la bouche même du FPR me dire en avril 1994 que les Tutsis du Rwanda n'étaient pas le problème. Je vais révéler une chose sur laquelle je ne reviens pas souvent. Moi, je suis bien sûr rwandais. Vous connaissez le problème entre les Hutus et les Tutsis. Il se fait que moi, je suis de double ascendance. Mon père est Hutu et ma mère Tutsi. Ils ne sont plus de ce monde, mais ils étaient Hutu et Tutsi respectivement. Mhm. Et donc, chaque fois que les Tutsis ont eu des problèmes au Rwanda, je me suis senti vraiment concerné. Aujourd'hui, que les Hutus ont tous les soucis du monde, bien sûr, je ne peux pas me taire. Et en 94, pendant que les massacres étaient en cours, une semaine après, déjà, moi, j'ai parlé de génocide parce que tous les éléments dont je disposais montraient que il y avait un ciblage systématique des populations tutsis. Mais j'ignorais ou je ne savais pas tout ce qui se passait derrière les lignes du FPR, c'est-à-dire sur le territoire que le parti, l'armée de Paul Kagame occupait avant l'assassinat du président Habyarimana. C'était une zone très fermée, les journalistes ne pouvaient pas arriver, les ONG n'avaient pas accès, et Kagame, ça donnait depuis 1990, en fait, depuis l'agression du Rwanda, il tuait, massacrait systématiquement les populations hutus. Mais en avril 1994, sincèrement,
j'étais très loin de penser ou d'imaginer ce que j'ai su ensuite. Alors, il se fait que une semaine après l'assassinat du président Habyarimana, j'étais en contact avec l'armée rwandaise qui faisait tout pour essayer d'arrêter la guerre. Mais ce n'était pas possible parce que Kagame, dans la nuit même où le président a été assassiné, Kagame a ordonné le départ de son armée vers Kigali. Donc, ils étaient préparés à prendre Kigali depuis longtemps. Et ils ont préparé l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. En même temps, ils s'entraînaient en Ouganda et au Rwanda et ils s'équipaient puisque eux disposaient de, de trucs arrière. Là, l'Ouganda servait de base arrière Oui, pardon, et ils avaient tous les Jean-Marie, moyens. lorsqu'on lit votre intitulé, le titre de votre ouvrage, Paul Kagame a délibérément sacrifié les Tutsis. Cela veut dire qu'il y a là déjà C'est là que je l'intention, vais arriver. c'est intentionnel. Tout à fait, je vais y arriver tout de suite. Mais je voulais quand même que vous compreniez le contexte. Je vous en Et prie. donc, l'armée rwandaise, qu'on appelle souvent l'armée de Habyarimana, demandait une sorte de trêve de 72 heures pour qu'on puisse arrêter les massacres. Et Kagame ne voulait pas. L'armée rwandaise s'est adressée à la MINUAR, c'est-à-dire la mission spéciale des Nations Unies d'assistance au Rwanda, qui avait une grande présence au Rwanda de 2500 militaires, sinon plus d'ailleurs, à un moment donné. Eh bien, Kagame ne voulait rien entendre. Et puis, à un moment donné, j'ai pris mes responsabilités en tant qu'ambassadeur, connaissant quelques personnalités du FPR de Kagame, et en utilisant aussi les correspondances que m'avait envoyé l'armée de notre pays, j'ai contacté le FPR. J'ai contacté le représentant du FPR à Bruxelles, qui était un docteur. J'ai contacté aussi le représentant du FPR au Canada, des gens que j'avais connus à l'époque des négociations de paix. Alors je leur ai dit, écoutez les gars, faites tout demander à Kagame d'accepter la trêve. Sinon, il n'y aura plus de Tutsis. Bientôt, ils sont en train d'être massacrés. Demander qu'il y ait trêve, que les deux armées, l'armée rebelle et l'armée gouvernementale, se mettent ensemble pour arrêter les miliciens qui étaient occupés à massacrer les populations. Les deux personnages, les deux représentants du FPR ont accepté ma proposition. Je leur ai dit, faites-le savoir à Kagame que c'est moi qui envoie le message, mais que ce message vient de l'armée rwandaise. 24 heures après, ils m'ont recontacté et les deux, chacun de son côté, m'ont dit, écoutez, le général Kagame n'en a que faire. Cet outil dont vous parlez, nous, ce n'est pas notre problème. We don't care. C'est le terme qu'aime utiliser Kagame. We don't care. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les réfugiés qui sont en Ouganda, au Burundi, au Congo, en Tanzanie et ailleurs, qui doivent être rapatriés. Donc cet outil-là, si vous dites qu'ils sont sacrifiés, c'est pas notre problème. Le général qui présidait ou qui conduisait la mission des Nations Unies, il a fait la même démarche. Il est même allé voir Paul Kagame à son siège de Mulindi, là où il y avait les quartiers généraux du FPR. Il lui a dit exactement la même chose. Il a même ajouté des éléments graves. Il a dit, écoutez, les Tutsis, s'ils sont éliminés, s'ils sont exterminés, considérez que c'est le sacrifice que nous avons accepté de faire pour prendre le pouvoir. C'est Paul Kagame qui le dit, un Tutsi de famille noble de l'ancienne monarchie. Il dit, cet outil-là, c'est pas notre problème. Ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Et de fait, pendant leur avancée vers le pouvoir, vers Kigali, les militaires du FPR qui ont finalement fui le pays nous ont dit que Kagame les avait empêchés, il leur interdisait d'intervenir pour arrêter des massacres sur leur passage. C'est-à-dire que s'ils voyaient des scènes où des miliciens étaient occupés à massacrer les Tutsis, Kagame disait, vous continuez, vous ne changez pas. La cible, c'est la capitale, c'est Kigali. Les Tutsis, c'est pas notre problème. Et puis, j'ai eu beaucoup d'autres témoignages. Et vous savez, quand on vous dit ça, alors que dans votre famille, il y a déjà plusieurs victimes, et Tutsis en l'occurrence à l'époque, de ma famille qui avait été massacrée, je me suis dit, mais ce monsieur, il raconte partout dans le monde
il est venu pour arrêter le massacre des Tutsis, alors que non, ça l'a arrangé. Il a dit au général Dallaire, le Canadien qui présidait la mission d'assistance militaire des Nations Unies, il lui a dit, écoutez, cet outil-là, ce sera le grand sacrifice que nous acceptons de faire. Et de toute façon, pendant qu'ils sont occupés à massacrer les Tutsis, il a ajouté, c'est écrit dans le livre de Dallaire, j'ai serré la main du diable. Kagame a dit, pendant qu'ils sont occupés à massacrer les Tutsis, ils se dispersent. Ils n'ont pas le temps de combattre nos troupes qui sont en avance vers Kigali. Ils se fatiguent. Et donc, nous, on les laisse continuer les massacres, poursuivre les massacres, et quand ils seront fatigués, alors nous prendrons le pouvoir et nous allons les chasser du pays. Oui, donc là, au départ, quand j'ai écrit mon livre, j'ignorais que le général Dallaire avait eu exactement les mêmes confidences. Est-ce que c'est des confidences ou alors c'est des... Et puis, j'ai aussi reçu des témoignages de quelques ambassadeurs européens qui ont fait la même démarche auprès de Kagame. Il ne voulait pas les entendre. L'armée rwandaise ne demandait pas beaucoup de choses. Elle disait 72 heures de trêve, votre armée et la nôtre, on crée un corps spécial, un bataillon ou 2 bataillons, puis nous neutralisons les miliciens interarmés. Kagame a refusé. Il a dit non, non, ça ne m'intéresse pas. Débrouillez-vous. Nous, on sait ce qu'on veut. Donc, c'est pourquoi, avec beaucoup d'autres éléments, parce que il n'y a pas que cet épisode-là. Après, je suis arrivé à Kigali fin juillet 94 pour aller prendre mon poste. Et là, c'était vraiment l'abomination. Au départ, les personnes qui avaient le plus de mal à s'adapter à ce système, c'était les Tutsis vivant dans le pays. Parce qu'ils se disaient, voilà, le sauveur est arrivé, on va être choyé. Mais non, ils étaient persécutés. On allait jusqu'à leur dire que le fait pour eux de ne pas être morts, le fait pour eux d'avoir survécu au massacre, au génocide, que c'est un signe qu'ils travaillaient avec les miliciens, les mêmes miliciens qui ont massacré leur famille, croyez-moi. Alors, tout à l'heure, j'ai semblé comprendre, après vous me direz si ce dépasse là, lorsqu'ils avancent, vous avez dit pour Kagame, c'est le target, comme on le dit, l'objectif, c'était Kigali, au détriment, bien sûr, de la population des Tutsis. C'est ce que vous avez expliqué. Donc, il fallait absolument atteindre Kigali. Mais Kigali, pourquoi concrètement, même si c'était pour le pouvoir? Kigali, parce que sans Kigali, sans le centre administratif et politique du pays, ça veut dire que l'armée rwandaise serait toujours à Kigali, que les partis politiques qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec Kagame seraient encore en place. Lui, il voulait faire le vide et éventuellement prendre Kigali sans casse et s'occuper des populations de la place après. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que entre le siège de Mulindi, où Kagame résidait avec son headquarters, avec son état-major, et Kigali, il y a eu par ailleurs beaucoup de massacres des populations. Comme cela s'était passé d'ailleurs entre 90 et 94, avant l'attentat contre le président. Et donc, Kigali, c'était, vous savez, dans tout pays, lorsqu'on veut prendre le pouvoir, l'objectif, c'est la capitale. C'est vrai pour Brazzaville, c'est vrai pour les autres pays africains où il y a eu des guerres civiles. La finalité de la guerre, c'est de prendre la capitale et les institutions, mettre la main sur les institutions et s'installer à la place des autres. Voilà. Au péril de ses compatriotes, c'est quand même difficile à comprendre. Eh bien, il faut comprendre ça parce que Kagame n'est pas un homme euh, ordinaire comme vous. Kagame, son obsession, c'était la prise du pouvoir, la réinstallation de la dynastie Tutsi que son, sa famille avait perdu en 1959, lors de la révolution de 1959. C'était une obsession. Tous ceux qui le connaissent euh, le disent. Moi, j'ai eu la chance euh, de parler très souvent avec l'ancien roi, le dernier roi du Rwanda, justement, qui a
été chassé en 1959, qui résidait à Washington, D.C. On se parlait souvent. Et il connaissait bien Kagame, il connaissait le père de Kagame, qui était de la famille, de la même famille. Il a connu Kagame à Kampala, en Ouganda, et il me disait toujours, ce monsieur-là, c'est un tueur. Il ne faut pas espérer, lorsque vous demandez le dialogue national, n'espérez pas qu'il puisse accepter. Non, il veut garder le pouvoir pour lui et son petit clan, éventuellement quelques affidés, mais sans plus. Donc, et celui qui parlait, c'était un homme qui avait 80 ans, lorsqu'il est mort, je crois, ou un peu plus ou un peu moins. Un homme qui n'avait aucun intérêt autre que de raconter l'histoire, de témoigner. Et qui le connaissait, il m'a dit déjà à Kampala, il en faisait voir de toutes les couleurs à sa famille, à son père et à sa mère, et à ses frères et aux autres. Il s'impose. C'est un homme qui s'impose, il sait ce qu'il veut. Il venait souvent au Rwanda, mais les autres ne le savaient pas. Il venait voir la reine qui était restée au Rwanda, mais il le cachait aux autres. Dans la suite, et récemment encore, il a fait des témoignages là-dessus. Il dit qu'il venait, qu'il allait espionner à Kigali, dans la capitale. Il avait 20 ans. C'est un homme qui a la volonté il avait la volonté de prendre le pouvoir et il l'a fait sans concession. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le bonheur des Rwandais, c'est de rester au pouvoir d'ailleurs. C'est un peu, si vous voulez Oui, vous mais en servir évidemment, comme rester modèle. au pouvoir, c'est une chose, mais après, on reste au pouvoir pour des raisons données, bien entendu. Soit c'est pour servir son pays, comme qui dirait sa nation, ou on peut rester aussi au pouvoir pour servir des intérêts étrangers ou des intérêts cachés, s'il faut le dire comme ça. Lui, il fait les deux. Il fait les deux ou les trois. Il est au pouvoir pour servir son pouvoir, pour garder le pouvoir, pour servir des intérêts. Alors, comme moyen, bien sûr, d'y rester, il utilise tous les artifices. Il est protégé par des grandes puissances. C'est connu depuis 1994, depuis sa prise du pouvoir. Ça, c'est un autre chapitre qu'on pourrait développer. Moi, j'ai assisté à des scènes extraordinaires à Washington, où j'avais accompagné le président Bizimungu, le premier président du Rwanda, lorsque le premier rapport sur les massacres à caractère génocidaire du FPR contre les Hutus du Rwanda venait d'être documenté. Et j'ai reçu ce rapport d'ailleurs le 20 septembre 1994. Et donc, dans la suite, j'ai accompagné le président à Washington. Parce qu'il essayait d'éteindre le feu, il demandait aux Américains de tout faire pour que ce rapport ne soit jamais publié. Et il a obtenu gain de cause. Les Américains, le secrétaire d'État adjoint à l'époque, il a dit au président, j'étais là, il a dit, nous allons vous aider, mais aidez-nous aussi. Alors, il a dit, nous demandons que vous arrêtiez ces massacres qui étaient en cours en ce moment-là et qui étaient perpétrés par l'armée qui était censée être l'armée nationale, la nouvelle armée nationale. Les États-Unis ont bloqué ce Mais rapport. pardon, Bien sûr. Jean-Marie, qui est finalement Paul Kagame pour qu'il arrive à avoir l'influence, une influence même sur les Américains? Paul Kagame, je crois que euh, ceux qui pensent qu'il est bête, ils ont tort. Paul Kagame a compris pendant toute sa vie et sa carrière que seul il n'a pas de force, qu'il doit s'appuyer sur des gens puissants, sur les puissances mondiales. Vous savez, avant le 1er octobre 1990, lorsque son mouvement a attaqué le Rwanda, Paul Kagame était aux États-Unis. Je pense que c'était à Leavenworth, quelque chose comme ça, dans une grande école militaire. Il n'a pas pu rester longtemps, mais il était là. Et c'est de là, il raconte son histoire, il dit que c'est là qu'il a noué les premières grandes relations avec la CIA, avec l'armée américaine. Mais avant, en Ouganda, où il était major, il était chef des services de renseignement de ce pays et il dépendait de Museveni. Sans Museveni, Kagame n'aurait jamais pu percer. Il a toujours dépendu des autres. Et il sait que sans
ses puissants alliés, Kagame serait chassé du pouvoir. Donc, il dépend des Américains. Pendant 20 ans, il a critiqué la France, il a accusé la France d'avoir participé au génocide des Tutsis. Mais aujourd'hui, il ne peut jamais dire ça, parce qu'il a compris que la France, c'est son allié principal en Europe aujourd'hui. C'est la France qui le protège réellement, je le dis. La France bloque toutes les propositions de décision qui peuvent aller à l'encontre des intérêts de Kagame dans tous les domaines. Et d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne, c'est la France qui anime euh, toutes les aides. C'est la France qui négocie pour Paul Kagame. Chaque fois qu'il a besoin d'argent auprès de l'Union européenne, c'est la France qui lui trouve euh, des occasions Mais en de contrepartie à sorte. quoi pour la France? En contrepartie, c'est quoi? En contrepartie, que Kagame n'accuse plus la France d'avoir participé au génocide des Tutsis. Et Kagame a dit oui, Une forme de mais chaque chantage fois, alors. ah oui, c'est un chantage permanent sur la France. Les autres chefs d'État avaient résisté avant Macron. Macron a succombé à cette tentation d'avoir un allié de poids, parce qu'il y a aussi d'autres intérêts. Vous savez, euh, l'armée de Kagame aujourd'hui est utilisée partout dans le monde comme une armée de mercenaires, une armée qui protège les intérêts de certaines grandes sociétés ou entreprises occidentales, pour ne pas dire européennes. Je dirais même que l'Union européenne a supplanté les États-Unis dans, dans la manipulation de Kagame et dans l'utilisation du Rwanda, de l'armée rwandaise, pour servir les intérêts de l'Occident. Lorsque vous regardez à gauche, à droite, vous vous rendrez compte que l'armée rwandaise est employée ou utilisée comme une société de sécurité au Mozambique, dans le nord, à Cabo Delgado. C'est à la mer, vous savez qu'il y a du gaz et du pétrole et beaucoup d'autres ressources hein, qui sont exploitées par la société Total. Et donc, Kagame sert comme société de sécurité il protège Total contre ce qu'on appelait les rebelles islamistes mozambicains. Et effectivement, l'armée rwandaise est partie en grand nombre, 3000 soldats, je crois, et qui ont écrasé, bien sûr, les pauvres. Les pauvres. Bon, j'ai pas de compassion pour ces gens-là parce qu'ils étaient quand même, ils massacraient les populations aussi, au nom de l'islam. Et donc, sans Kagame, je crois que l'armée de la SADC aurait eu du mal à écraser cette rébellion. Ça, c'était un Mais à point côté pour le de gouvernement. ce que, bien sûr, vous avez dit tout à l'heure, l'armée de Kagame sert un peu de protection des sites d'exploitation, s'il faut le dire comme ça. Mais il y a Tout à fait. aussi qu'elle sert, je ne sais pas comment dire ça, mais dans le même temps, il est aussi, je parle là du Rwanda, donc de Kagame, fournisseur de certaines matières stratégiques, des matières premières, bien sûr, stratégiques à l'Union européenne. Aujourd'hui, j'ai vu une carte qui était d'ailleurs diffusée par des Mozambicains. C'est une carte qui montre leur pays avec les provinces diverses. Et au nord, en rouge, il y a la province du Rwanda. C'est comme ça que les Mozambicains le comprennent. Et c'est vrai, on ne peut pas aller dans cette région sans l'accord du Rwanda. Ils auraient pu ajouter Rwanda et Total. Eh bien, c'est un problème qui est en cours d'ailleurs de... C'est-à-dire, c'est une province qu'on a rebaptisée ou bien elle porte ce Oui, nom bien sûr, depuis? c'est une province qu'ils ont baptisée Rwanda parce que c'est l'armée rwandaise qui l'occupe aujourd'hui, qui a envoyé d'ailleurs, ils ont aussi envoyé ce qu'ils appellent des agriculteurs pour exploiter le sol et la terre de cette région fertile, mais en même temps pour protéger les Pardon, intérêts de la Jean-Marie, société. vous parlez là des agriculteurs pour aller cultiver. Bon, là, on va chercher à savoir quoi concrètement, mais ces agriculteurs sont vraiment des agriculteurs civils ou des soldats?
Vous l'avez compris. Ils y mettent quelques civils, connus d'ailleurs. On n'en va pas n'importe qui. Ils ne vont pas envoyer un paysan de quelque part dans une province rwandaise. Ils prennent les grands manias rwandais qui sont déjà dans l'exploration ou dans l'exploitation agricole. Ils les envoient pour qu'ils parlent à la télévision, pour que les Rwandais pensent que effectivement, ça rapporte quelque chose à notre pays. Mais en fait, le gros, ce sont des militaires. D'abord, ils ont envoyé des militaires pour neutraliser les rebelles. Dans un deuxième temps, ils ont envoyé des militaires pour occuper des terres qui leur ont été cédées par le Mozambique. Un peu comme au Congo-Brazzaville. Hein. Je On va pensais peut-être en déjà à parler, je ne cela, sais oui, pas. bien entendu. Voilà, un peu comme au Congo-Brazzaville, ils ont envoyé des centaines de militaires qui occupent ces terres-là, bien sûr, qui développent des activités militaires et agricoles. Cette fois-ci, apparemment, il y aurait des tracteurs. Enfin, il y a aussi une partie de ces militaires qui s'occupent de, de, de pêche, parce que c'est une région très, très riche. La région de Cabo Delgado, il y a tout. Les crevettes, il y a tous les poissons qui puissent exister dans le monde sont à Cabo Delgado. Et en face, bien sûr, il y a le gaz de Total. Et de l'autre côté, c'est les Comores ou Mayotte, ou les deux. Là aussi, ils ont d'autres produits sur lesquels ils lorgnent. C'est pourquoi Kagame a fait plusieurs allées-et-venues, CP, pour négocier des terres dans des petits pays comme, imaginez, les Comores ou Mayotte, où on chasse les Africains, mais où on veut céder des terres à Kagame. Quoi encore, grâce bien sûr à ces puissants alliés de l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui paye, il faut le savoir. L'opération rwandaise au Mozambique, la présence des troupes rwandaises au Mozambique, ce n'est pas une opération des Nations Unies, c'est l'Union européenne qui finance ces opérations-là. C'est Total, bien sûr, et c'est la France. Donc, les Pardon, enjeux sont... Jean-Marie, pardonnez-moi de vous interrompre par moment. Non, non, Lorsque non, vous allez-y. parlez de la France qui finance, ou l'Union européenne carrément, parce que de toute façon, on a vu hein, comment l'Union européenne a passé des accords avec le Rwanda dans la fourniture, je l'ai dit tout à l'heure, des matières premières stratégiques et critiques. Et dans le même temps, je l'ai dit tout à l'heure, ça me fait penser déjà au Congo-Brazzaville, où le Rwanda a acquis des terres arables, bien sûr, 980 km², c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et curieusement, lorsqu'on en parle, bon, les Congolais vont debout contre ces accords. La vérité, c'est ça, ce sont des accords controversés qui violent la loi de bout en bout. Et curieusement, on a vu comment Denis Sassou Nguesso a fait une sortie, bon, malheureusement, c'est dans un journal Jeune Afrique, où il pense que tous les Congolais ou les Congolais qui s'opposent à ces accords sont des rwandophobes. C'est grave lorsque c'est dit d'un chef d'État. Et là, donc, en fait, il prend position pour Paul Kagame. Et moi, je voudrais comprendre avec vous, vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères, alors, vous êtes diplomate de carrière, c'est des questions que vous maîtrisez parfaitement. Cette position veut dire quoi concrètement? Apparemment, ça frise un peu des intérêts, j'allais dire, existentiels pour Denis Sassou Nguesso. Et lorsque vous dites que derrière le Rwanda peut aussi être la France, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda, et malgré que la population s'oppose à ces accords. Alors, il y a la France, il y a tous les pays de l'Union européenne, sauf quelques-uns qui se sont opposés. Il y a bien sûr les États-Unis et d'autres qui soutiennent Paul Kagame et utilisent aussi leur presse souvent pour le protéger dans les médias. En ce qui concerne le Congo-Brazzaville, bien sûr, Sassou Nguesso a utilisé cette terminologie qui est, à mon avis, insultante pour le peuple congolais. Les Congolais n'ont rien contre moi ou contre les autres Rwandais. Les Congolais ne sont pas rwandophobes du tout. Il y a d'ailleurs des Rwandais qui vivent au Congo depuis fort longtemps, depuis Exactement. 1994.
Près de Là, il y a oui, des oui, réfugiés oui. rwandais qui sont au Congo, il y en a qui ont obtenu la naturalisation congolaise, qui vivent en paix, sauf que, croyez-moi, depuis l'arrivée de- des militaires rwandais, hein, qui se comportent ou qui se présentent comme des civils dans les zones cédées au Rwanda, et vous allez voir que la population rwandaise au Congo, les anciens Rwandais naturalisés congolais, ou les réfugiés, tout simplement, ils vont être déstabilisés. C'est ce qui s'est passé au Mozambique, justement. Au Mozambique, une fois que l'armée rwandaise était présente, ils ont commencé à enlever. J'ai plusieurs amis qui ont été enlevés du Mozambique, ramenés au Rwanda et qui ont disparu, qui ont été tués. Nous avons lancé des alertes, nous avons demandé aux ONG de plaider la cause et des jeunes, hein, des jeunes Tutsis d'ailleurs. Eh bien, rien à faire. Kagame s'en fout éperdument, il dit I don't care. Et donc, le cas du Mozambique, c'est un peu ce qui va se passer. Je suis pas prophète, je suis pas un devin. Et si jamais les cessions de terre à Kigali, au régime de Paul Kagame, se poursuivent et se concluent, hein, ça dit que si on met en application les accords signés entre le Rwanda et le Congo, Brazzaville, les accords militaires, les accords de cession des terres, ça veut dire installation de militaires rwandais, des réservistes souvent d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Mozambique, eh bien, ils vont occuper le terrain et ce sera une zone interdite aux Congolais. De toute façon, puisque c'est une propriété privée, ce sera une propriété privée. Et les Congolais n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, croyez-moi. C'est c'est organisé, c'est organisé. Maintenant, pour le Congo, je ne sais pas qui est derrière. Mais le fait que le Rwanda se dirige progressivement vers Pointe-Noire, où d'ailleurs on me dit qu'il y a des installations aéroportuaires, il y a un aéroport là Tout quelque à fait, part oui. que le Il Rwanda y a aussi utilise. un port en eau profonde, il y a un aéroport, il y a tout ça, oui. Voilà, eh bien le Rwanda utilise l'aéroport pour importer des produits interdits, parce que le Rwanda n'a pas le droit d'acheter n'importe quelles armes ou n'importe quel équipement militaire. Eh bien, ils font ça à travers le Congo-Brazzaville. Et à partir de Pointe-Noire ou des environs, là où il y a l'aéroport, le fameux aéroport, hein, eh bien, ils envoient leurs avions et ils transportent tranquillement les équipements militaires ou les armes interdites à Kigali. Évidemment, je vais dire, pour les Rwandais et pour les autres qui souffrent des agressions répétées de l'armée rwandaise en RDC notamment, nous allons peut-être en parler, eh bien, le Congo-Brazzaville est complice, naturellement. Lorsque vous cédez des terres à Maluku, Maluku en face de Maluku congolais, il y a le Maluku de Il y a Brazza, Maluku Kinshasa qui est de là, oui. Congo-Kinshasa. Lorsque vous cédez à l'armée rwandaise, parce que cette armée, c'est son bras armé ou l'armée financière, le bras financier de l'armée de Kagame, c'est Crystal Venture. Crystal Venture, c'est composé de plusieurs sociétés. C'est un conglomérat de sociétés qui s'occupent de plusieurs domaines, construction, agriculture, exploration minière, exactement les mêmes que vous retrouvez en Centrafrique. Déjà, on monte là, on est passé de Mozambique, on est à Brazzaville maintenant, mais avant Brazzaville, il y avait le Centrafrique. Eh bien, Pardon, tout à le l'heure, vous avez Centrafrique, parlé de Crystal Venture, évidemment. Vous dites que c'est le bras financier de FPR, c'est-à-dire de Paul Kagame, qui, au Congo-Brazzaville, finalement, s'est installé à Maluku. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez rappelé que Maluku, c'est presque en face de Kinshasa. Là, j'ai besoin de votre analyse à vous, diplomate de carrière que vous êtes, ancien ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'on s'installe autour j'allais dire, des frontières avec un pays voisin, dont on sait d'ailleurs, puisqu'on va y arriver tout à l'heure, que le Rwanda est déjà en conflit avec ce pays-là, c'est-à-dire le Rwanda agresse la RDC. Euh, Qu'est-ce que cela peut vous inspirer?
Ce que cela m'inspire, c'est que c'est une erreur grave pour les autorités congolaises de Brazzaville qui acceptent d'installer ces militaires rwandais au bord du fleuve Congo, de l'autre côté du fleuve, mais au bord du fleuve Congo. Normalement, à supposer même qu'ils cèdent des terres au Rwanda, ils ne devraient pas les installer là. Il faudrait les mettre plus loin, je ne sais pas, une cinquantaine de kilomètres ou plus, pour éviter de prendre parti au conflit actuel. Parce que pour nos auditeurs, on ne leur a pas encore dit, il faut, même si tout le monde le sait aujourd'hui, c'est de notoriété publique, l'armée rwandaise de Paul Kagame se trouve en République démocratique du Congo, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, en Ituri, où ils occupent des territoires peut-être 2, 3 fois plus grands que le Rwanda, avec une armée de plus de 4000 hommes qui sont en RDC. Le Rwanda l'a presque reconnu, mais en tout cas, il y a des rapports des Nations Unies. Les experts des Nations Unies se sont rendus à plusieurs reprises dans la région et ils ont constaté la présence de l'armée rwandaise. Et aujourd'hui, ils disent, ouais, à peu près 4000 hommes, plus les supplétifs de l'armée rwandaise, dont des Congolais, des Ougandais. Et maintenant, d'ailleurs, il y a des militaires ougandais qui travaillent avec l'armée en RDC. Alors, dans ces conditions, lorsque vous savez que le Rwanda a une vision, d'ailleurs, qui tranche avec les principes de l'Union africaine, de l'intangibilité des frontières, du respect de la souveraineté de chaque pays, des frontières héritées de la colonisation. Parce que sans cela, si chacun voulait revendiquer un territoire, comme le fait le Rwanda sur le Congo ou sur le Burundi et l'Ouganda, eh bien, je vais vous dire, tous les pays africains seraient en guerre. Et donc, les autorités de Brazzaville, soit elles sont réellement complices avec Kagame, ou alors elles ignorent le droit international, ou elles ignorent les intérêts de leur peuple, parce qu'ils ne savent pas avec qui ils traitent. Traiter avec Christian Venture, des militaires rwandais, certains sont réservistes, d'autres sont en activité, et les installer à Maluku, pour moi, c'est une déclaration de guerre à la RDC, ni plus ni moins. On ne peut pas faire cela. C'est comme si, par exemple, euh, prenons le cas de la France. Malheureusement, heureusement qu'il n'y a pas de pays hostile à la France dans la région. Mais si la Belgique installait ou cédait des terres à un quelconque pays hostile aux intérêts de la France, et qu'il le fasse à Mons, à Charleroi ou du côté du nord-ouest, ou plutôt du sud-ouest de la France, de la Belgique, la France n'accepterait jamais. Aujourd'hui, la France n'accepterait pas que la Belgique cède des terres à la Russie, à la frontière entre les deux, à la frontière entre la Belgique et la France. C'est exactement la même chose, sauf que là, il s'agit de pays africains, bien sûr. La communauté internationale, eh bien, ne considère pas nos intérêts, mais pour ceux qui connaissent le Rwanda, qui connaissent l'armée rwandaise, qui connaissent les ambitions de Kagame, démesurées, hein, des ambitions vraiment qui ne tiennent compte que de ses intérêts. Et encore, il devrait conseiller au gouvernement congolais de Brazzaville de mettre fin à ces accords, ou alors d'en changer l'application, d'envoyer l'armée rwandaise à la frontière ouest du côté du Gabon. Mais est-ce que le Gabon, lui, va accepter? Parce que s'ils sont au Congo, c'est pas seulement pour le Congo, ça concerne toute l'Afrique centrale. Ouais. Et je vous ai parlé tout à l'heure, vous m'avez confirmé cela, le Rwanda a des terres du côté, presque du côté de Pointe-Noire, dans le Kwilu, je pense. Dans le Niari, dans la Lekoumou, dans la Bwenza, en fait, la partie sud. Bon,
Voilà. C'est bien que après, c'est une stratégie simplement pour ne pas fâcher tout le monde parce que c'est une stratégie de combat. Si on prononce Pointe-Noire aujourd'hui, cela veut dire que tout le monde se dira, bah, écoutez, toute la partie sud Ah va se oui, lier contre ce pouvoir. Mais je pense, parce que dans le reportage qu'a diffusé la télévision rwandaise, euh, parmi, bien sûr, des experts qui sont allés visiter les terres au Congo-Brazzaville, il y a une dame qui a bien dit que nous utiliserons le port de Pointe-Noire pour acheminer voilà, nos produits. Mais le disant, en tout à fait. réalité, derrière, il y a un message qu'il faut comprendre par là, qu'il faudra aussi prendre le port de Pointe-Noire en possession. Ils ne vont pas le prendre en possession pendant qu'ils sont en accord avec le gouvernement de Sassou Nguesso. Mais s'il y avait, par exemple, une contestation de la population congolaise ou de l'opposition congolaise ou qui menacerait les intérêts de Sassou Nguesso du côté de Pointe-Noire, je suis certain que l'armée rwandaise, pas seulement d'ailleurs ceux qui sont là, mais que d'autres sont derrière en attente, qu'ils vont venir intervenir pour protéger les intérêts que Sassou Nguesso leur indiquera. C'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, il s'agit de Oui, deux mais après, il peut régimes. arriver qu'évidemment, le Rwanda puisse finalement échapper au contrôle de Brazzaville, comme ça se passe d'ailleurs en RDC. Vous êtes en train d'expliquer. Là, la RDC, évidemment, le Rwanda échappe à la RDC et le Rwanda semble même faire la loi à l'est de la RDC. Cela peut arriver aussi à Brazzaville, que le Rwanda échappe au contrôle de Brazzaville et se mettent à faire, bah, puisque dans les accords dont on parle, il y a des accords, c'est vrai, de cession des terres arables du Congo au Rwanda, mais il y a aussi des accords militaires. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Pourquoi aller signer des accords militaires avec le Rwanda lorsqu'on sait que le Rwanda est en conflit avec le pays voisin? À quoi servent ces accords militaires pour un pays qui n'a jamais été en guerre avec ses voisins? Depuis des décennies en plus. Le Congo n'a jamais été menacé par les voisins. Pourquoi aller signer des accords militaires avec le Rwanda? Et à quel moment, c'est presque à la fin, bien sûr, de son mandat présidentiel, je sais qu'il va encore se représenter, mais c'est un peu au moment où on est en train de sentir qu'il y a un déclin quand même, le pouvoir est en train de, voilà, de boiter. Est-ce que c'est pour garantir, pour sécuriser le pouvoir? Bah, tout le monde se pose la question là-dessus. Mais à côté, comme vous l'avez dit, il y a Kinshasa qui est en conflit avec Kigali. Alors là, vous avez mis le doigt là où il faut. Le pouvoir est en train de vaciller. Le pouvoir de Brazzaville, le pouvoir de Kigali aussi vacille. Et je pense que sur le plan militaire, Kigali a déjà des assises dans l'est de la RDC, même si pour moi, ça ne devrait pas tarder. Je crois que la RDC finira par chasser l'armée rwandaise. Je pense et je l'espère. En ce qui concerne Brazzaville, il n'est pas à exclure que Kagame tente de prendre vraiment, de s'installer durablement. Surtout qu'il a été invité à le faire par le gouvernement congolais, par le président Sassou Nguesso, par son fils Christelle Sassou Nguesso, qui est tout puissant quand même à Brazzaville et qui pense beaucoup, risque de succéder à son père. Et donc, effectivement, vous l'avez si bien dit, l'armée rwandaise risque d'intervenir à plusieurs stades. Aujourd'hui, pour sécuriser le gouvernement, en tout cas le régime. Demain, pour éventuellement intervenir lorsque dans, les, dans la période de succession, il y aurait du grabuge, parce que le Congo, Brazzaville est un pays quand même qui est, j'allais dire, qui a une culture d'indépendance, beaucoup de culture d'indépendance, pour, pour peu que je le connaisse, depuis les années, euh, les années Ngwabi et après, j'ai beaucoup suivi et connu les affaires du Congo. Je pense que les Congolais ne vont pas laisser passer comme ça. Non. Donc, il y aurait des mouvements pour essayer d'empêcher cette succession euh, entre le père et le fils. Et dans ce cas-là, là au moins, c'est presque sûr
l'armée rwandaise interviendrait aux côtés de ceux dans l'armée qui soutiendraient bien sûr la succession de Christelle Sassou Nguesso ou d'un autre membre de la famille, on ne sait jamais. Donc, c'est pourquoi il se positionne à gauche, à droite, mais aussi pour les intérêts économiques du Rwanda. Le Congo est un pays riche en ressources minières. Le Congo est un pays très riche en pétrole. Et le Congo a des grandes sociétés occidentales qui y travaillent et qui ne se sentent pas nécessairement en sécurité. Vous savez, un jour, je me suis dit, mais et si certaines sociétés pétrolières, qu'elles soient françaises ou américaines ou nigérianes ou d'autres, qui travaillent déjà avec l'armée de Paul Kagame au Mozambique, et si certaines entreprises, certaines sociétés pétrolières se disaient Kagame a bien travaillé pour nous au Mozambique, pourquoi on ne l'aiderait pas à s'installer près de Pointe-Noire pour protéger nos intérêts? Je n'ai pas besoin de donner les noms de ces sociétés pétrolières, mais pour ceux qui savent avec qui Kagame travaille au Mozambique, c'est facile d'y penser. Et je pense qu'on a le droit d'y penser tant qu'on ne nous a pas encore démenti sur les, euh, les déviances de l'armée rwandaise au Mozambique. Vous savez que Paul Kagame a même menacé les pays de la SADC de les combattre au Mozambique pour les empêcher d'intervenir à Cabo Delgado. Alors que la SADC, dans les accords qu'ils avaient signés avec le Mozambique, la SADC voulait intervenir pour neutraliser les rebelles. Et Kagame a dit non, d'abord moi. Et l'Union européenne a fait pression sur l'Afrique du Sud et sur les autres pays, et surtout sur le Mozambique, bien sûr. Le président Nussu qui est sortant, hein, qui va peut-être partir, est obligé, il ne sera pas candidat. Eh bien, ils ont fait pression sur lui en lui disant, prends les Rwandais et nous allons continuer à t'aider. C'est ce qui s'est passé. Au Congo, est-ce qu'on a le même scénario? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais rien ne peut se passer dans le domaine du pétrole sans l'intervention de certaines puissances qui vivent grâce au pétrole. C'est comme en RDC. Vous dites, l'Union européenne soutient le Rwanda dans sa guerre contre la RDC. La première façon de soutenir le Rwanda, la première manière de soutenir le Rwanda dans la guerre contre la RDC, c'est de racheter à vil prix les minerais pillés en RDC. Et ils ont signé un accord sur l'ensemble des minerais que seul le Congo possède de ce côté-là. Ils savent que le Rwanda n'en a pas chez lui, mais ils ont quand même signé un accord, une convention, parce qu'ils Alors, savent l'intérêt de ces pays. comme que dirait, pardon, Jean-Marie, bah, toutes les hypothèses sont bonnes à poser. Lorsqu'on parle du Rwanda au Congo-Brazzaville, le Congo, vous l'avez rappelé, a plusieurs, voilà, a beaucoup de la matière, a beaucoup de richesses, le pétrole en premier, le bois, les minerais, il y a le port, la mer à côté, les terres arables. Alors, parmi ces accords, il y a un autre accord qui donc autorise le Rwanda à faire de l'exploitation minière, peut-être aussi pétrolière. Mais moi, ma question, c'est de savoir, parce que le Congo, c'est quand même, comme qui dirait, le précaré de la France. Et la France au Congo, c'est le pétrole. Tout le monde le sait. Curieusement, la France est aux abonnés absents, ne réagit même pas. Est-ce qu'on peut penser que derrière les activités que veut mener le Rwanda sous Paul Kagame au Congo-Brazzaville, il y a ces puissances parce que on se pose quand même la question d'où tire-t-il ou d'où trouve-t-il toute cette puissance, ces moyens financiers, militaires pour conquérir l'Afrique centrale. Le Rwanda, c'est tout de même un petit pays qu'on a connu, mais en quelques années seulement, on voit ce qu'il est en train de faire au niveau de l'Afrique centrale, que même une puissance, une des grandes puissances occidentales, aurait du mal à contenir, à maîtriser. La France et les autres pays occidentaux utilisent le Rwanda pour servir de typo-typo, comme on l'a dit,
Tipo Tipo, c'est l'ancien esclavagiste zanzibarite euh, qui était monté jusqu'au Congo de l'époque, hein, dans le sud Kivu. Et ce monsieur-là, il était de Zanzibar, musulman, et il servait d'intermédiaire pour l'achat des esclaves congolais autres de la région. Et il était bien rémunéré, il avait reçu des terres où bien sûr les Arabes et les Européens l'ont aidé à faire des plantations de tout, du café, du thé, euh, du tabac, et il est mort là, au Congo, alors qu'il n'était pas congolais, mais il était devenu un peu l'enfant protégé par les Européens et par les pays arabes à l'époque. Ça, je parle de la fin du 19e siècle, hein, il n'y a pas très très longtemps. Et donc, lui, il a servi, il avait toute une sorte d'armée qui allait voir les populations, les chefs coutumiers, les corrompre et ensuite avoir des esclaves. Kagame, lui, bon, la vente des trafics, le trafic d'êtres humains, c'est un autre dossier. C'est un autre Et dossier, ça donc, regarde la Libye, ça lorsqu'on regarde fait le parallèle avec Kagame, il joue le même rôle alors. tout à fait. Il joue le même rôle et sa force à lui maintenant, c'est qu'il a une armée bien organisée, prête à intervenir partout, prête à sauter sur n'importe quel, un peu comme les mercenaires blancs de l'époque des indépendances. Lorsqu'on voulait déstabiliser un pays en Afrique, ben, on faisait appel à qui? On faisait appel à Bob Denard, le français, on faisait appel à Jean Schram, le belge, on faisait appel à d'autres, des Sud-Africains, des Rhodésiens blancs à l'époque, pour aller déstabiliser, assassiner un chef d'État, prendre le pouvoir et donner le pouvoir à qui il voulait. Maintenant, Paul Kagame joue ce rôle, surtout pour la protection des intérêts occidentaux. Vous savez, les Congolais supporteront peut-être mieux la présence de l'armée de Kagame ou de Christophe Venture, mieux qu'ils ne supporteraient l'arrivée des paras belges ou français. Peut-être. En tout cas, eux, ils se lavent les mains. Enfin, comment comprendre ça? Vous êtes en train de vouloir nous dire que finalement, l'armée de Kagame serait, entre guillemets, le Wagner de l'Afrique. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le thème qu'ils sont, j'allais dire, pire que Wagner, parce qu'ils s'installent. Wagner, lorsqu'ils viennent, on sait qu'ils vont faire leurs opérations, qu'ils vont aider tel gouvernement à chasser les rebelles, et puis qu'après, si on n'a plus besoin d'eux, ils vont partir. Kagame, c'est pas ça. Il va faire les deux. Il intervient pour aider un régime aux abois, pour aider un fils qui veut succéder à son père pacifiquement ou autrement. Ils peuvent l'aider à prendre le pouvoir, hein, sans se montrer trop, mais en tout cas à intervenir. Mais aussi, ils ont une autre ambition, c'est de rester, de s'installer durablement. C'est pourquoi il y a la cession des terres. En Centrafrique, Wagner, apparemment, ils sont aussi dans l'exploration minière, hein, c'est sûr. Tout à fait, oui. Voilà. Dans Mais l'exploitation minière. ils savent qu'ils vont partir. Ils savent qu'ils vont repartir chez eux. Ils ont une administration, bien sûr, hein, qui est adaptée à leur mission. Mais ce sont des mercenaires, c'est comme ça que certains les appellent, qui vont rentrer chez eux. Alors, mais, Kagame, tout à l'heure, je disais, le Rwanda, c'est quand même un pays, on ne dira pas quand même le Rwanda, c'est un pays riche, c'est un pays puissant, mais tel que Paul Kagame mène sa politique, j'allais dire, sa stratégie expansionniste, s'il faut le dire comme ça, après, on se pose des questions de savoir, la question de savoir comment trouve-t-il les finances et les moyens militaires. Le Rwanda vit quand même des aides des pays étrangers, des grandes puissances. Où trouve-t-il c'est les précisément moyens cela. financiers et militaires pour mener sa politique expansionniste? Ce sont ces aides-là, et bien, beaucoup d'autres choses, hein. Vous savez, lorsque Kagame a été envoyé au Mozambique par
on dit l'Union européenne, ou plutôt la France. Ils lui ont donné beaucoup d'argent. À la fois pour Kagame, bien sûr, dit non, ils m'ont donné aucun argent, aucun sou. Et après, il se contredit. Il reconnaît quand même qu'ils lui ont payé tout ce qui avait un rapport avec la logistique, qu'ils ont un contrat avec l'Union européenne pour payer la solde des militaires et beaucoup d'autres choses. En Centrafrique, c'est la même chose. Kagame un jour avait déclaré, c'était au Nouvel An en 2021, je crois, on lui demandait, mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour, euh, pour nourrir vos militaires qui sont en Centrafrique? Parce qu'en Centrafrique, il y a deux missions. Il y a la mission de l'ONU à laquelle participe l'armée rwandaise, mais il y a aussi la présence d'une armée convenue sur le plan bilatéral. Donc, le Rwanda déclarait à tout le monde que c'est lui qui finançait tout ça, que c'était pour aider un, un pays ami qui était agressé par les Wagner et par M. Bozizé. C'est ce que disait Kigali Bozizé, qui n'était pas un ami de Kagame, tout le monde le sait. Ensuite, ce jour-là, au Nouvel An 2021, Kagame a expliqué, il a tout dit. Il a dit, vous savez, moi, je n'ai pas besoin de mettre un franc dans cette opération. Les Nations Unies nous payent pour les 2500 militaires, je crois, d'assistance militaire des Nations Unies en Centrafrique. Et il a dit, c'est simple, l'argent qu'ils nous payent pour cette opération, nous le coupons en deux. Nous donnons une partie à l'opération onusienne et l'autre va à notre opération bilatérale. On s'est dit, ah bon, c'est facile, hein? Mais c'est pas bête non plus. C'est pas bête parce qu'en retour et en contrepartie, euh, ces gens y vont pour mener une mission militaire d'assistance, mais en fait, ce sont les mêmes qui occupent les mines de diamants, les zones cédées à Kigali par le président centrafricain. Ce sont les mêmes militaires qui protègent le président Touadéra de Centrafrique. C'est parmi, c'est peut-être la vie privée, je ne devrais pas y revenir, mais c'est parmi ces militaires que Touadéra a pu recruter une de ses épouses actuelles, qu'il a eu un enfant avec cette femme, pour qui il a construit une maison à Kigali. Il va souvent. Il l'a envoyé au Rwanda parce que la population commençait à regimber un peu, à dire, écoutez, monsieur le président, quand même, c'est quoi cette histoire? Votre garde du corps devient votre épouse, vous avez la première femme à côté, vous avez... Et là, il a dû renvoyer la Rwandaise à Kigali avec son enfant. Il leur a construit une belle villa, tout le monde la connaît à Kigali. Et voilà comment se sont arrangées les choses. Et donc, ce n'est pas... Il travaille par compensation. Il donne et il reçoit le double. Parce qu'il dit, je suis venu vous protéger, peut-être que mes militaires vont y laisser la vie, de toute façon, voilà ceci, cela, vous me donnez le diamant, vous me donnez ceci, vous me donnez cela. Il y a des zones qui étaient avant occupées par Wagner, qui sont aujourd'hui occupées par le Rwanda. D'ailleurs, Paul Kagame est si malin qu'à un moment donné, on pensait qu'il avait des problèmes avec à la fois la France et Wagner. Il a réalisé le contraire. Il y a un très bon terme avec la France, là-bas, en Centrafrique, et aussi avec Wagner. Ce n'est pas compliqué à comprendre, mais c'est du Paul Kagame. Maintenant, est-ce que c'est bon? Non. Ce serait magnifique si c'était juste des réussites diplomatiques, mais c'est ce qu'il y a derrière. C'est l'aspect et cette volonté de domination, de dominer le monde. Vous savez, il a proposé aussi des militaires au Bénin, au Togo, à la Guinée. On m'a dit même qu'il a proposé des gardes au Sénégal. Oui, ce n'est pas donc Oui, les ce qui militaires, s'est... les gardes, apparemment, ils proposent aussi des conseillères.
Je voulais Mais parler de François Joly aux côtés de Denis Sassou Nguesso, la dame les de son conseillères, vrai nom, bien sûr, c'est Yamouragui Yemoureka François Joly, qui est aux côtés de Denis Sassou Nguesso, qui sert de conseillère spéciale, bon, au rang de ministre en plus, puisque désormais elle peut avec une représenter le Congo couverture. à Mais elle l'extérieur. a une bonne couverture parce qu'elle est française officiellement. Mais en fait, c'est une Rwandaise qui a été envoyée là-bas pour servir les intérêts de Kagame et tout ce qui passe devant le président Sassou Nguesso, dans le bureau ou ailleurs, ses relations avec les pays étrangers, c'est cette femme, Emoragui, qui contrôle. Et maintenant, je n'ose pas croire que Sassou Nguesso ait été, soit tombé dans le même piège de la relation qui va au-delà du travail. Parce que en Centrafrique, je vous ai dit que le président Touadéra a un enfant avec cette femme rwandaise. Au Mozambique, maintenant, on dit que le président Youssou, pareil, on lui a donné une belle fille à Kagame. En fait, c'est ça. Et donc, le Rwanda a une diplomatie qui va bien au-delà de la présence de l'armée. Et je vous assure que cette arme-là, c'est une arme secrète, mais qui est très efficace. Je suppose qu'à Brazzaville, tout le monde connaît Françoise Joly, Mourangi, vous avez dit, je crois qu'elle est Oui, très oui. efficace. Hein. Yamouragui Elle va même, Yemoureka. elle va même, j'ai vu des images sur Internet où elle était avec les ministres ou le président dans un pays comme l'Azerbaïdjan, croyez-moi. La Russie même, elle va partout parce qu'elle parle, je pense qu'elle parle russe. Je crois qu'elle parle russe. Et avec le russe, elle peut aller en Azerbaïdjan, elle peut aller en Ukraine, elle peut aller partout. En soi, c'est des atouts, hein. Mais qu'elle fasse ce travail-là, suite à la signature des accords militaires, économiques et cession de terre avec Kagame, tout simplement, ça indique la réalité de sa mission, c'est aussi de protéger les intérêts du Rwanda à Brazzaville. Je ne sais pas si elle fait la même chose, si elle est missionnée aussi par son pays, enfin, le pays qui l'a naturalisé, la France, je ne crois pas. Oui, mais c'est parce que évidemment, elle a aussi des relations, j'allais dire, très étroites avec l'Élysée, c'est ça. Donc après, on se pose la question, qui l'a pistonné là-bas? Est-ce que c'est le Rwanda? Est-ce que c'est l'Élysée? Bon, tout le monde est un peu perdu C'est là-dessus. une coopérante. Hein. Vous savez, les coopérants, on les connaît, hein. On sait comment ils opèrent. Et si elle a été missionnée par la France aussi, ça va, au Mozambique, il y a des Français hein, qui aident Kagame à maîtriser la situation sur le plan de la formation de l'armée d'ailleurs, au Mozambique, comme en Centrafrique. Il faudra vérifier à Brazzaville si cela est le cas. C'est l'Union européenne qui finance toutes les opérations de formation de l'armée. Et comment cela se passe? Avant, c'est le Mozambique qui entraînait, qui formait l'armée mozambicaine. Eh bien, il y a eu des réunions à Bruxelles et qui ont finalement demandé que ce soit désormais le Rwanda qui forme l'armée mozambicaine. Et c'est la France, la Belgique, l'Allemagne, je crois, qui ont proposé cela. Et le Portugal a accepté, bien sûr. Hein. Le Portugal soutient cela parce que bon, c'est peut-être un bon débarras pour les anciens colonisateurs. Et en tout cas, c'est le Rwanda qui a eu le dossier. C'est un qui a eu ce marché. On parle en termes de marché. Et c'est beaucoup d'argent en face. Et lorsque l'Union européenne annonce qu'il donne 25 millions d'euros ou de dollars au Rwanda pour faire ceci, le lendemain, vous entendez un autre montant annoncé. Il y a ça, il y a l'aide à la présence au Mozambique, à l'assistance, comme ils disent, mais il y a aussi d'autres opérations financées par les mêmes. Et on se dit, mais comment peut-on financer, continuer à soutenir un État qui est en guerre contre quasiment la plupart de ses voisins? Mais on le soutient
Oui, c'est la On ne question tient pas en, compte. en réalité qui s'impose parce que on ne peut pas comprendre qu'un pays qui agresse un pays voisin, c'est le cas bien sûr, nous parlons ici du Rwanda qui agresse la RDC, tout le monde le sait, l'ONU l'a déjà dit, a encore réitéré là-dessus, l'Union européenne également le sait, et dans le même temps, l'Union européenne peut continuer à passer des accords avec le Rwanda. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans la fourniture des matières stratégiques parce que c'est coûteux quand même, c'est beaucoup d'argent derrière. Et puis, il y a des aides financières. Dernièrement, c'est, je crois, la France qui a accordé près de 400 millions, c'est ça, 400 millions d'euros au Rwanda. Et après, on ne se pose pas la question de savoir, ou peut-être qu'ils le savent, à quoi sert cet argent. Est-ce que ce n'est pas une manière de financer subtilement la guerre à l'est de la RDC? Vous savez, la France a un ambassadeur à Kigali, qui est très proche de Kagame d'ailleurs, tout le monde le sait. La France ne peut pas ne pas savoir à quoi va être utilisé cet argent. Toutes les aides directes, d'abord, ça peut être des aides budgétaires. Là aussi, c'est pour suppléer, n'est-ce pas, aux carences actuelles, parce que le Rwanda n'a plus les moyens de soutenir toutes ces guerres. C'est quelqu'un d'autre qui paie à sa place. Et c'est aussi pour profiter des prix alléchants, c'est ce qu'on dit, que propose le Rwanda sur les produits pillés en RDC. Euh, Prenons un exemple, je n'ai pas les prix réels en tête. Si le coltan, par exemple, coûte ou est vendu, disons, à 10 euros sur le marché international, bien sûr, on est loin du vrai chiffre, et que le Rwanda propose le même coltan lié au Congo, qui le propose à 4 euros ou à 5 euros ou à 6. Il est très, très difficile pour les pays demandeurs, c'est-à-dire les pays européens, l'Union européenne, de refuser cette offre. Résultat, ils financent pour continuer à bénéficier des prix de faveur, ou alors pour les avoir, Kagame est capable de donner le coltan gratuitement. Et j'ai appris qu'il aurait donné des produits miniers, qu'il aurait transféré des produits miniers du côté de Brazzaville, parce qu'il n'avait pas le cash pour le faire directement, et qu'il leur a dit, écoutez, j'ai un stock, prenez le stock, vendez et profitez-en comme vous. C'est-à-dire Voilà, des matières tirées au Congo-Brazzaville et bon toutes voilà, données en échange, voilà. des matières volées au Congo-Kinshasa, en C'est RDC. ça. Mais est-ce que c'est ce Et qui les peut transferts. expliquer finalement la complaisance de cette communauté dite internationale, c'est-à-dire les Occidentaux de l'UE face au Rwanda qui, tout le monde le sait, sème la mort tout de même à l'est de la RDC, mais jamais la communauté internationale ou même l'ONU n'a puni, l'a prononcé des sanctions contre le Rwanda, en sorte une forme d'impunité. Un blanc-seing Complète. accordé au Rwanda à massacrer, à violer les droits de l'homme, et bon, et cela ne gêne personne. Et c'est parce que ce dernier fournit des matières, comme vous l'avez dit, à des prix dérisoires et parfois gratuits à ces communautés. Alors, cela remonte en fait à 94. Hein. En arrivant à Kigali, la première chose que j'ai constatée, c'est que le FPR avait vendu. Il avait déjà vendu une partie du Rwanda ou le secteur économique du Rwanda à des entreprises américaines. Pendant qu'ils étaient encore dans la brousse, en train de combattre l'armée gouvernementale, ils vendaient déjà le pays. Carrément. Un exemple, c'est que moi, j'ai appris, dès mon arrivée, quelques jours après avoir atterri à Kigali, j'ai vu défiler des délégations étrangères, dont notamment une délégation de, de Ford, de la grande société où Ford faisait partie. C'était General Motors. General Motors avait signé des contrats avec le FPR.
Et il était question de construire une grande usine de General Motors au Rwanda. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, avant même de prendre le pouvoir, tout était fait. C'était déjà vendu. Et en retour, c'est General Motors qui finançait tout ce qui a rapport à la communication. Tous les équipements de communication, c'était eux, les États-Unis. Donc, bien sûr, c'est le gouvernement américain avec l'accord, ou plutôt l'inverse. Kagame se servait dans les stocks de General Motors comme il voulait. Et donc, ça avait commencé avant. Tout à l'heure, nous parlions du pétrole. Et donc, Kagame ne va pas, je pense, exploiter ou aller faire des recherches à la mer pour trouver du pétrole. En revanche, il peut servir d'intermédiaire, il peut protéger justement les intérêts des sociétés qui sont sur place, parce qu'il sert comme typotype, comme j'ai expliqué, mais il sert aussi comme société de sécurité. Il est prêt à aller n'importe où. S'il va au Bénin, s'il va au Togo, s'il va en Guinée, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner à son ami Sassou Nguesso? Voilà. Ou à d'autres, ou à Touadéra, ou à d'autres. Donc, c'est vraiment un travail, c'est un rôle qu'il a accepté de jouer dans tous ces pays dont nous avons parlé. C'est le même schéma, c'est le même scénario. Je donne et je reçois le double. Et les pays occidentaux payent la facture. Parce que, quoi qu'on dise, Paul Kagame n'est pas un panafricaniste. Hein, et lorsqu'il est avec les jeunes Africains à Kigali ou ailleurs, il se présente comme un panafricaniste qui n'aime pas les colonisateurs, qui ne veut pas ceci, cela. Mais en réalité, c'est le président africain le vendu à l'Occident et à ses intérêts. C'est quelqu'un qui travaille exclusivement pour les intérêts occidentaux. Il peut travailler aussi pour les autres, parce que récemment encore, j'ai vu qu'il avait contrevenu à l'embargo, aux décisions anti-russes contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Hein. Les dollars américains ne devaient pas aller en Russie. Kagame a contourné cela. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est Poutine qui lui a demandé cela ou bien c'est lui qui est allé démarcher pour dire, écoutez, je peux vous arranger. Voilà. Ça, c'est récent. Et c'était un rapport officiel de tous les organismes internationaux qui s'occupent et surtout du gouvernement américain, hein, que la main a été prise en flagrant délit. C'est votre allié, mais en même temps, il vous contourne. Ça, c'est Kagame. Surtout maintenant qu'il est en guerre, qu'il veut absolument prendre le Nord Kivu et le Sud Kivu et l'annexer au Rwanda. Il est capable de tout faire dans ces nouvelles démarches, dans ces nouvelles relations, ces nouvelles Mais amitiés est-ce au que, Congo-Brazzaville. peut-être que c'est par là qu'on va terminer, l'heure nous tient déjà, nous sommes à la fin. Est-ce que, il n'y a pas une possibilité finalement d'arrêter cette ambition hégémonique? Est-ce qu'il est trop tard finalement pour les Africains d'arrêter carrément Paul Kagame pour lui dire, attends, vous n'allez pas continuer comme ça, à vouloir tout occuper, à sauter sur toute Oui, l'Afrique, la zone Afrique centrale, je parle. Est-ce qu'il est vraiment trop tard? bien, bien évidemment, il n'est pas trop tard. Au contraire, c'est même le moment. C'est le moment de penser à le faire. Parce que les Rwandais eux-mêmes souffrent de cette situation. Parce qu'à l'intérieur du Rwanda, on en parlera une autre fois, il y a un système d'apartheid qui ne dit pas son nom. Je vous en parlerai à une autre occasion. C'est un pays d'apartheid où il y a une forme de racisme contre l'ethnie majoritaire de ce pays. Je vous le dirai. Et c'est un apartheid, un racisme institutionnalisé. Et il le fait d'ailleurs aussi dans le Nord Kivu, parce que son armée s'acharne et cible systématiquement les populations hutus, qui sont congolaises, mais qui vivent dans cette partie du monde. Est-ce qu'on peut arrêter Kagame? Je crois que oui. Et je crois qu'il faudra le faire, mais on ne peut pas le faire tout seul. Les Rwandais,
aurait du mal à l'arrêter tout seul. Il faudrait qu'il y ait une sorte de synergie entre toutes les forces patriotiques de la région des Grands Lacs, y compris la RE, y compris le Congo-Brazzaville, bien sûr. Il faut absolument le faire. On doit arrêter Kagame, on doit stopper ces folies d'hégémonie. Les Congolais de Brazza doivent tout faire pour que la présence de l'armée rwandaise à Brazzaville et dans les environs et dans les autres provinces, qu'il faut absolument que ça prenne fin. Les Congolais, je sais que les Congolais ne vont pas l'accepter. Malgré la pression mise par le président Sassou Nguesso, ça ne passera pas. Au Congo-Kinshasa, je sais qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Apparemment, on négocie, mais la réalité, c'est qu'en négociant, les Congolais de Kinshasa aussi pensent et travaillent sur la seule façon d'ailleurs de chasser Kagame du territoire congolais. Ce n'est pas les négociations, ce n'est pas de faire place à quelque ethnie proche de Kagame que ce soit. C'est une victoire militaire qu'il faudra, les Congolais de Kinshasa doivent le savoir et l'intégrer. S'il n'y a pas de victoire militaire, Kagame ne sortira jamais du Congo parce que c'est le Congo qui nourrit Kagame et sa famille. C'est le Congo qui aide le Rwanda à boucler son budget et à garder ses relations avec les puissances occidentales et autres. En Ouganda, je crois qu'ils commencent à se fatiguer, même s'ils ont des relations euh, familiales entre Kagame et le pouvoir ougandais, à Museveni et les autres. Au Burundi, ça ne va pas du tout. Il veut absolument Oui, évidemment, parce déstabiliser le que je Burundi. posais cette question, parce que lorsque je regarde un peu l'installation du Rwanda au Congo-Brazzaville, tout à l'heure on a parlé de Maluku. Maluku, c'est en face de Kinshasa, donc la RDC se sont déjà menacés de ce côté-là, à Voilà. l'ouest de la RDC. Il y a une autre zone, c'est dans le Niari, vers Dolisie, on parlerait de Kimongo. Là-bas aussi, le Rwanda a acquis des terres. Or, qui dit Kimongo, c'est presque le Kabila, et le Kabila, c'est l'Angola. Et donc, à un moment donné, l'Angola aussi va se sentir menacé par la présence, évidemment, de ces Rwandais au Congo-Brazzaville. Et ce qu'on craint aujourd'hui, que le Congo soit utilisé comme une base arrière et qui risquera de payer les frais, bien sûr, de cette stratégie, j'allais dire, de cette politique hégémonique du Rwanda. Moi, je le pense et j'y crois parce que vous savez, ces derniers temps, on a entendu un monsieur, je pense qu'il s'appelle Sokoko, hein, qui a parlé de cette tentative justement de déstabiliser à la fois la RDC et l'Angola. Et ce serait parti d'une mission effectuée par monsieur Sokoko il y a quelques années pour le compte de Christelle Sassou Nguesso auprès de Dos Santos. Dos Santos, l'ancien président aujourd'hui décédé de l'Angola. Et il lui demandait ni plus ni moins que de l'aider à renverser son propre père, le président Denis Sassou Nguesso. Et bien sûr, Dos Santos, qui était quand même très proche de Sassou Nguesso depuis les années d'indépendance, hein, depuis les années 74, 15, etc., il a dit non, je ne peux pas, vous ne pouvez pas me demander ça. Et il s'est confié d'ailleurs après à M. Sokoko. Ce que je dis, c'est Sokoko qui le dit lui-même, il le dit sur les radios, il le dit sur les chaînes de télévision, YouTube. Personne n'est venu le démentir. Et donc, il lui demandait éventuellement de l'aider. Christelle Sassou Nguesso demandait à Dos Santos de faire comme il avait fait avant, de l'aider à prendre le pouvoir contre son propre père. Lorsque ça n'a pas marché, lorsque Dos Santos a refusé cette offre, une offre morbide, eh bien, il semblerait, et ça, nous, au Rwanda, on l'a un peu subodoré, hein, on a senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un dossier de succession. Parce qu'au Rwanda, c'est le même problème. Kagame veut se faire succéder par un membre de sa famille. Avant, on parlait de son épouse. Après, on a changé. On parle maintenant de ses enfants, de sa fille qui travaille à la présidence, son fils qui est le chef de la garde présidentielle. Et donc, il semble que
Denis Sassou Nguesso se soit adressé à Paul Kagame, exactement la même demande qu'il avait faite et adressée à Dos Santos. Et Kagame a bien sûr sauté sur l'occasion. Il a dit, ah, tiens, si vous voulez que je vous aide, il faut m'aider à faire ceci, à faire cela. C'est comme ça que seraient nés les fameux accords de 2021. C'est comme ça que ces accords auraient été lancés et confirmés par les deux. C'est des accords entre Sassou Nguesso, enfin le fils de Sassou Nguesso et Kagame. Christelle Sassou Nguesso a dû tout faire pour que son père, bien sûr, bénisse l'opération, bénisse ces négociations, peut-être sans trop savoir qu'il était visé par les deux. Maintenant, est-ce que cela est vrai ou ce n'est pas vrai? Moi, je raconte une histoire que j'ai entendue sur les radios, racontée par M. Sokoko lui-même. Sokoko racontait cela en trois langues pour dire que moi, j'ai compris ce qu'il disait. Il parlait en portugais, ensuite il traduisait son témoignage en français, ensuite en lingala. Je pense l'avoir même entendu parler à Munkutuba pour expliquer la même chose, pour que les Congolais qui ne parlent que le Kikongo en fait, le Munkutuba de Brazzaville, pour qu'ils comprennent ce que voulait dire ce monsieur. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait eu un démenti. Non, Je ne pense pas jusque-là, il qu'il n'y y a ait eu un pas de démenti. démenti. En tout cas, merci Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Vous êtes, je rappelle, juriste de formation, diplomate de carrière. Vous avez été donc en poste à Bruxelles, à Paris, à Addis Abeba. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes aussi animateur de la radio La Voix des Grands Lacs. Ce n'est qu'un début. Nous avons toute une série d'émissions à réaliser, évidemment, à ce sujet, bien sûr, sur la politique ou la stratégie hégémonique du Rwanda en Afrique centrale, mais aussi en Afrique des Grands Lacs. Grand merci d'avoir été disponible pour nous. C'est moi qui vous remercie, Christian Perrin, pour ces contacts que nous venons d'avoir. La première émission, je crois qu'elle était importante pour situer l'ensemble du contexte. Je dirais que j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à recevoir à la Voix des Grands Lacs quelques membres de l'opposition congolaise, des gens, pas les premiers passants, hein. Il y avait deux présidents de partis politiques, un jeune, le plus jeune de l'opposition, je pense, et peut-être le plus âgé, qui est un ancien ministre aussi, et qui connaît les dossiers du Congo et de la région, euh, qui maîtrise tout ça, quoi. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et mon souhait, c'est qu'on puisse continuer à établir des ponts entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda utile, le Rwanda qui ne soutient pas ces criminels du FPR, le Rwanda qui est contre, parce que nous sommes, nous, contre la guerre que le régime de Paul Kagame mène en RDC. Nous sommes prêts vraiment à travailler avec tous nos frères et sœurs de la région pour stopper cet homme qui a des ambitions diaboliques, qui tue les populations. Vous savez, l'armée de Paul Kagame, depuis 1996 à ce jour, a déjà provoqué la mort de plus de 12 millions de Congolais et de quelques millions de Hutus réfugiés en RDC. Donc, si on peut le faire en symbiose, si on peut le faire en synergie, en utilisant le peu de moyens dont nous disposons sur nos chaînes, je pense que nous aurions quand même rempli notre devoir. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu sur R7 TR. Merci, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur R7, mesdames, messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons évoqués au cours de cette émission. On se dit à très bientôt. Merci.